Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une vidéo sur le comportement inhabituel et apparemment illogique et étrange des animaux. C'est parti. Dans l'un des déserts d'Arabie, les nomades aiment diversifier leur alimentation. Le saurien Uromastix est une délicatesse locale populaire. Le reptile se cache du soleil dans un wisant, mais ce n'est pas un abri fiable. Ils ont évidemment besoin d'un allié pour les aider à ne pas être capturés par des humains ou d'autres prédateurs dangereux. Ce scorpion noir recherche également un endroit isolé, de préférence un wisant de lézard, parce qu'il veut vivre dans une ombre fraîche. Deux espèces d'animaux complètement différentes ont conclu un accord. Le scorpion ne piquera jamais le propriétaire du logement et le saurien fera tout pour que le locataire venimeux se sente comme chez lui. Les devoirs du scorpion sont de servir de garde et de faire fuir les renards et autres prédateurs. Sa présence fait de la chasse aux sauriens une entreprise risquée. Le pire arrive quand une personne pénètre dans de tels visants. La piqûre de cette espèce de scorpion n'est pas mortelle pour l'homme, mais lui fera mal pendant plusieurs jours. Les deux bénéficient d'une telle cohabitation. C'est un exemple étonnant de symbiose animale. Le saurien est protégé des prédateurs et le scorpion de la chaleur. Le spectacle qui a eu lieu chaque année en Amérique du Nord est vraiment incroyable. Des troupeaux de pélicans s'envolent chaque année vers une plage de la mer de Cortés. Et cette fois, ils sont arrivés à l'heure. La marée a maintenant atteint son point culminant et la mer leur montre sa récompense. Tout le littoral est parsemé de grugnons. Les pélicans adultes savent exactement quand les grugnons sont jetés à terre et transmettent cette connaissance à leurs petits qui volent avec eux. Les grugnons se jettent à terre pour une raison. Curieusement, ils le font pour la reproduction. Les femelles, se déplaçant la queue vers l'avant, s'enfouissent dans le sable, y déposant le caviar. Les mâles s'enroulent à leur tour autour d'elles en fertilisant le caviar. Ils frayent là où les prédateurs aquatiques ne l'atteindront pas, au-dessus du niveau limite de la marée. Avec la prochaine marée printanière, leur progéniture éclosera et retournera à la mer. Il semble qu'il ne soit pas du tout difficile pour les pélicans d'attraper des poissons sortis de l'eau, mais ils n'ont pas les outils nécessaires. Leurs becs sont trop encombrants pour ramasser des grugnons dans le sable. La proie est si proche et en même temps si loin. Les pélicans vont pêcher dans la zone de surf, tandis que le frai se poursuit derrière eux. Mais lorsque le poisson retourne à l'eau, les pélicans commencent à faire ce qu'ils peuvent le mieux, plonger pour les proies. Il n'y a que deux espèces de poissons qui frayent de la manière décrite ci-dessus. Les représentants de l'autre espèce se rencontrent sur la côte de Terre-Neuve. Là, le capelon se jette à terre. Des millions de tonnes de poissons se retrouvent dans le sable. Le but est le même que celui des grugnons, la reproduction. C'est un vrai cadeau pour les pigargues à tête blanche et les goélands argentés. Les mâles essayent de fertiliser les œufs que les femelles pondent dans le sable. Le capelon associe le frai et la marée. En quelques jours, tout se termine pour ces poissons. Une fois les œufs pondus dans le sable, la plupart des poissons meurent. Le capelon fait des sacrifices incroyables pour que ses œufs soient sur le rivage, où il est non seulement plus sûr que dans l'eau, mais aussi plus chaud que dans l'océan. Le poisson allongé sur le rivage est un régal gratuit. Il y a tellement de poissons que le renard en fait même des réserves. Il s'avère qu'en plus de la chaleur, le froid peut également devenir un problème dans le désert. Et les habitants du désert du Kalahari le ressentent bien pendant l'hiver. La température à l'aube ici est si basse que les insectes à ce moment-là ne volent même pas. Ce qui est un problème pour le drongo brillant. Le drongo brillant est une espèce d'oiseau chanteur. Le drongo est le trompeur le plus remarquable du Kalahari. Et ce sont ses victimes, une famille de suricates, maîtres de la vie dans le désert. Après s'être réchauffés au soleil du matin, les suricates commencent à chercher de la nourriture. Maintenant, le drongo peut utiliser ses astuces. Mais il doit d'abord gagner la confiance de ses victimes. Il remarque un aigle et émet un son d'avertissement.
En entendant ce bruit, les suricates reconnaissants se cachent à la hâte, fouillant dans leur terrier. Lorsque l'aigle s'est envolé et que le danger est passé, les suricates quittent à nouveau l'abri et continuent de chasser les petits animaux. Maintenant, le drongo a gagné leur confiance et commence à l'utiliser. Il attend que l'un des suricates attrape une proie et à ce moment-là, il émet à nouveau un son d'avertissement, mais cette fois l'alarme est fausse. Les suricates le croient et s'enfuient à nouveau, laissant leur proie sans protection. Le drongo prend cette proie à son tour en laissant les suricates sans rien. Maintenant, les suricates sont plus sages et ne le croiront plus. Après plusieurs minutes, le drongo essaie à nouveau de les tromper avec la même astuce, mais rien n'y fait. Il s'envole sur un arbre et regarde avec envie le suricate capturer un scorpion. Nourriture très savoureuse que le drongo veut manger, mais n'est pas en mesure d'obtenir. Mais soudain, un cri du suricate sentinelle se fait entendre. Le cri qu'aucun suricate n'ignorera. Les suricates sentinelles ne mentent jamais, mais dans ce cas, il ne voit aucun danger et, plus encore, il n'a fait aucun bruit. Devinez qui c'était? Bien sûr, notre drongo qui a appris à imiter le cri d'avertissement du suricate. Cette capacité étonne les scientifiques. Maintenant, le drongo peut profiter du scorpion. Le clan des suricates a été déjoué par un oiseau. Mais le drongo n'a recours à la tromperie que pendant les mois d'hiver les plus rigoureux. Le reste de l'année, il les protège honnêtement, de sorte qu'à l'avenir, la famille des suricates en profite, tout comme le drongo. Nous nous déplaçons dans un autre désert, cette fois en Californie. Des trompeurs très rusés vivent également ici, qui obligent d'autres espèces à garder leurs enfants. Il s'agit de la cantaride officinale. Elle a la capacité exceptionnelle de trouver des esclaves. Tout commence très simplement. Une mouche femelle creuse un trou et y pond des œufs. Ensuite, elle quitte le trou. Dans le sable, à quelques centimètres de profondeur, les conditions sont les plus adaptées. Ni trop froid, ni trop chaud, même à midi étouffant. 6 semaines plus tard, les larves éclosent d'œufs, mais il n'y a que du sable brûlant du désert. Les larves ont besoin de nourriture, et ici, elles ne le trouveront pas. Leur vie dépend du travail d'équipe. En un seul groupe bien coordonné, elles montent sur une tige d'herbe séchée. Ayant atteint le sommet, il semble qu'elles n'aient nulle part où aller et qu'elles sont devenues vulnérables au soleil brûlant et aux prédateurs. Mais elles restent toujours au sommet, dans une masse dense et grouillante. Pour ceux qui arrivent ici, le sommet de la tige devient la scène où se joue un jeu d'escroc notoire. Ces larves ont besoin de quelqu'un pour les tirer de la tige et les emporter. Elles le veulent tellement qu'elles ne dédaignent même pas un doigt humain. Mais elles n'ont pas besoin du tout d'un doigt, elles attendent un insecte. Et maintenant il apparaît, c'est une abeille. Elle est sortie du vison qu'elle venait de creuser pour sa progéniture. L'abeille recueille le pollen, le met dans des sacs sur ses pattes arrière, et le ramène au vison. Le pollen servira de bonne nourriture à ses petits. Et voici une abeille mâle qui vole à la recherche d'une femelle. Le groupe de larves a exactement la même odeur qu'une femelle. Elle sécrète une phéromone qui sent exactement la même chose qu'une abeille femelle. Le mâle atterrit pour l'accouplement et en quelques secondes est complètement recouvert de larves. Au début, il est apparemment choqué par la prise de poids inattendue, mais il décolle bientôt à nouveau. Et maintenant il a eu de la chance, c'est vraiment une femelle. Pendant l'accouplement, les passagers quittent leur hôte. Maintenant, les larves se sont collées autour de l'abeille femelle. Après l'accouplement, la femelle retourne au vison pour pondre des œufs, entraînant les larves sur elle-même. Enfin, les larves rusées de la cantaride officinale ont atteint l'endroit où elles voulaient tellement se rendre. C'est sûr, ici, il y a beaucoup de nourriture sous la forme d'un stock de pollen collecté par l'abeille pour sa propre progéniture et, en fait, il y a cette même progéniture qu'elles peuvent également manger. Les larves sautent au sol et commencent leur repas. Au début, elles ne mangent que du pollen. Mais lorsque ces réserves sont épuisées, les larves de la cantaride officinale avalent la larve d'abeille. C'est juste ingénieux. Grâce à la capacité d'imiter les phéromones des autres, ces insectes se sont assurés un bon départ dans la vie. Mais c'est une femelle d'un type de menthe qui effectue le tour avec les phéromones de la manière la plus insolente.
Nous savons tous parfaitement que les femelles mantes mangent souvent les mâles immédiatement après l'accouplement et, parfois, même pendant le processus. Cependant, il existe un type de mante qui est allé encore plus loin dans son impudence. Nous vous présentons la femelle d'une fausse mante de jardin. Ce qu'elle fait va au-delà de toute décence. Maintenant, cette femelle ne va pas s'accoupler, mais elle a faim. Et que fait-elle? Elle commence à émettre une phéromone attirant les mâles. Le mâle vient et au lieu de s'accoupler, la femelle l'avale simplement. Autrement dit, si les femelles d'autres types de menthes ne mangent les mâles qu'après ou pendant l'accouplement, celles-ci les mangent sans aucun accouplement. En fait, elle utilise ces phéromones non pas pour la reproduction, mais pour la nutrition. Juste une arrogance et une ruse incroyables. Mais cela aide les femelles affamées à gagner en force, avant de s'accoupler vraiment avec une autre menthe masculine. Maintenant, allons dans une forêt brumeuse dans les Andes, où vivent également des créatures qui savent comment se procurer de la nourriture d'une manière inhabituelle. Ici, vous pouvez voir une image assez spectaculaire, à savoir des ours dans les arbres, parfois à une hauteur de 30 mètres. Cette espèce est si rare que peu de gens la connaissent. Ils sont appelés ours à lunettes. La raison pour laquelle ils grimpent souvent dans les arbres est leur régime alimentaire. Ces animaux mangent principalement des fruits et des feuilles. Mais pour atteindre le fruit, ils grimpent non seulement aux arbres, mais ils font aussi quelque chose d'étrange et de surprenant. En tout cas, pour les animaux. Par exemple, il ne reste qu'un fruit sur ce grand arbre qui pend sur une branche mince, trop mince, pour supporter le poids de cet ours. Et aussi des concurrents sont venus. Mais que doivent-ils faire pour atteindre le fœtus? Eh bien, ils ont un truc en réserve. Ils brisent juste les branches. La chose la plus importante est de mordre suffisamment la branche pour qu'elle pende à un niveau où le fruit peut être obtenu. La branche tombe au sol. Et à ce moment-là, la tâche principale est de descendre et de prendre le fruit avant les autres. En général, presque tous les types d'ours sont des créatures assez intelligentes et rusées. Pour vous en assurer, rappelez-vous simplement comment ces animaux attrapent le saumon. Les ours ouvrent simplement la bouche et la proie elle-même vole dedans. La nature, comme toujours, nous surprend. Elle nous a caché beaucoup plus de secrets que l'humanité doit résoudre.